Salut à tous les amis, bienvenue dans cet entonnoir du dimanche en compagnie de Roxy Découvre Bitcoin, Fanis Michalakis, le grec phénoménal et Lounès KMT qui est aussi phénoménal mais bon un petit peu moins quand même. Et John qui n'est pas là aujourd'hui mais qui se joindra peut-être à nous un peu plus tard. Au programme de cette semaine, trois sujets comme d'habitude phénoménaux, comme les intervenants. Le premier sujet, c'est moi qui vais l'animer, ça sera un petit récap de ce qui s'est passé au troisième trimestre chez les mineurs qui sont listés publiquement en bourse, comment est-ce que la situation avec FTX ça a pu les impacter et à quoi on peut s'attendre par rapport au halving en 2024 qui va arriver et qui va encore réduire la profitabilité du minage par deux. Le deuxième sujet, ça sera autour de Miniscript et du self-custody. Et donc, vous le savez, hein, le self-custody, c'est un sujet qui revient en force, récemment. Et donc, on va voir comment Miniscript, ça pourra un petit peu aider à mettre en avant certaines practices autour de ça. Et enfin, en troisième sujet, on discutera un petit peu du Lightning Network et du channel jamming. Donc c'est Fanis qui nous en parlera un petit peu parce qu'il y a un papier qui est sorti qui présente un petit peu certaines méthodes pour contrer un des vecteurs d'attaque les plus importants du Lightning Network. Et donc on regardera ensemble et chacun pourra donner son avis. Roxy, qu'est-ce que tu penses de cette intro? Elle est parfaite. Bon, bah écoutez, je commence alors la discussion sur le minage. Et ce que je vous propose, c'est que à la fin, me posiez des questions, si vous en avez, sur ce qui se passe actuellement au sein de l'industrie. J'essaierai de garder le récap assez court. Alors du coup, au troisième trimestre, on ressort pour faire un récap, hein, à la fin du deuxième trimestre, fin août, la situation c'était que la majorité des mineurs cotés en bourse avaient commencé à vendre la totalité de leur Bitcoin pour faire face au bear market. Donc c'était une situation assez spéciale parce que jusqu'à présent, tous ces mineurs-là avaient fait en fait leur philosophie de garder du Bitcoin sur leur balance sheet. Et là, ils ont été contraints de vendre tous ces Bitcoins. La plupart d'entre eux ont aussi dû renégocier certains contrats de dette et repousser certaines commandes d'ASIC, donc de machines, en 2023 ou les repousser de quelques mois, juste pour essayer on va dire, de gagner un petit peu de temps et pour éviter de finir en Chapter 11, donc en bankruptcy, en faillite. Et c'est là où on était à la fin du Q2. Malheureusement pour les mineurs, le Q3 a pas été meilleur pour eux et n'a pas apporté de soulagement à leurs finances, puisque ce qui s'est passé, c'est que malgré la baisse continue du Bitcoin et tout ce qui s'est passé durant le troisième trimestre, la difficulté a continué d'augmenter. Euh, donc le hash rate a continué d'augmenter, ce qui a encore réduit la profitabilité des mineurs. Pourquoi le hash rate continue d'augmenter? Ben, c'est toujours le même problème, c'est que les immenses orders que les mineurs ont passés en 2021 commencent juste à arriver online dans les facilities aux USA, qui viennent à peine d'être construites. Et donc, du coup, ben, vous avez toutes ces dernières machines, donc des S19 J Pro de 100 TH et des S19 XP de 140 TH qui arrivent sur le réseau à un moment où le hash price finalement il a un all-time low de 5,5 centimes, ce qu'on n'avait pas vu globalement depuis 2020 et le crash jusqu'à 4K. Donc c'est une situation extrêmement complexe à naviguer pour les mineurs parce que d'une part, le hash rate continue d'augmenter et d'autre part, les coûts énergétiques, eux aussi, ont continué d'augmenter sur le Q3. Et c'est pour une raison assez simple, c'est que la demande ne s'arrête pas. Et en plus de ça, là où, bon, vous le savez, hein, la grille du Texas, elle est extrêmement dépendante du prix du natural gas.
Et en général, le Texas, c'est ce qu'on appelle un summer picking grid, c'est-à-dire que c'est le plus cher durant l'été. Il y a des grids qui sont des winter picking grids, donc qui sont plus chers durant l'hiver. Là, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ben, le prix du natural gas, avec ce qui se passe en Russie, ben, il n'a pas baissé en fait dans le Q3. Et au contraire, les gens ont essayé d'en stocker un petit peu plus en prévision de l'hiver. Et ce qui a fait que ben, du coup, les mineurs qui n'ont pas de PPA, donc de Purchase Price Agreement, de Power Purchase Agreement, pardon, bah, qui sont exposés au prix variable de l'électricité, ont continué du coup à payer un petit peu plus, ce qui a réduit encore leur marge. Est-ce que jusqu'à là, c'est assez clair? C'est parfait. Ok. Euh, et une deuxième chose qui a vraiment marqué, on va dire, le troisième trimestre dans le secteur du minage, euh, c'est la faillite de quelques acteurs. Le premier acteur à faire faillite, ça a été Compute North. Donc Compute North, c'était un hosting provider, donc c'était une société qui s'occupait de proposer à des mineurs de hoster leurs machines avec eux, et eux s'occupaient juste de construire l'infrastructure, et c'était globalement le plus gros provider aux États-Unis. Ce qui s'est passé, euh, c'est que malheureusement, ils avaient signé des contrats à taux fixe d'électricité, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, nous, pendant 2 ans, on vous garantit que vous payerez 8 centimes le kilowatt pour tel nombre de machines, sans forcément anticiper que les prix de l'électricité pouvaient aller beaucoup plus haut. Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation où, finalement, bah, ils ont payé beaucoup plus pour l'électricité que ce qu'ils avaient prévu, ce qui a mené à leur faillite et du coup à leur restructuration en Chapter 11. Alors du coup, dans les dernières semaines, on a vu que certaines entreprises, donc Crusoe, Foundry, euh, et une autre dont je ne me souviens plus, ont acquéri certains sites de Compute North. Donc, on va dire le revers de la pièce hein, de tout ce qui se passe actuellement, c'est que certains profitent du bear market et de la capitulation des mineurs pour renforcer leur propre hash rate. Le problème, toutefois, c'est que c'est pas encore le bottom pour les mineurs. Et on a vu, par exemple, la semaine dernière, Iris Energy ont fait un défaut sur 2,4 exahash de machine. Donc c'est Nidec qui a pris le coup de ça. Parce que en 2021, beaucoup de mineurs ont financé leurs achats de machines avec des ASIC-backed euh, deals, c'est-à-dire qu'ils disaient, voilà, tu me prêtes 10 millions de dollars, en échange, moi je vais acheter des ASIC avec, et si jamais je te rembourse pas, ben, tu peux prendre les ASIC. Donc ça peut sembler un relativement bon deal du côté des lenders, sauf que ce qui se passe, c'est que le prix des ASIC, il est passé de 100 dollars le TRH à moins de 20 dollars le TRH aujourd'hui. Donc finalement, quand les lenders aujourd'hui récupèrent les machines des mineurs en faillite, bah, elles valent plus grand-chose et elles valent beaucoup moins que ce qui serait nécessaire pour compenser ces 10 millions théoriques que j'ai utilisés dans mon exemple. Ce qui fait que du coup, bah, c'est problématique pour tout le monde. Euh, et bon, voilà, Iris, c'est un exemple. Il y a Core Scientific aussi qui a annoncé qu'ils allaient devoir ne plus payer les intérêts sur leurs dettes. Et donc, dont la faillite, on va dire, est imminente. Donc, on a toutes ces entreprises actuellement voilà, qui, au Q3, ont énormément morflé. Et on va dire que tout le monde s'attend au Q4 à finalement la capitulation, la faillite de très gros acteurs. Parce que Core Scientifique, quand même, c'est 10% du hash rate du réseau. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est absolument gigantesque. Personne pensait qu'une entreprise comme ça pouvait fail. Et finalement, et je clôturerai sur ça, c'est un petit peu la fin de cet arc narratif des gigamineurs. C'est-à-dire que oui, dans le futur, il y aura des gigamineurs. Le futur du mining aux États-Unis, ça sera de plus en plus centralisé. Mais finalement, la raison, c'est pas parce que les États-Unis, c'est super intéressant, les prix électriques sont plus bas, il y a toutes les synergies avec ERCOT, etc. Mais c'est parce que finalement, il y a très peu d'acteurs qui vont être capables de survivre à la fois au bear market et au bull market. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Ok, putain, c'est passionnant. Et alors, au début, tu parlais de FTX. Est-ce que ça les a impactés, outre le fait que ça va être plus dur de se refinancer? Euh, Première petite question, peut-être. Alors non, les mineurs n'étaient pas du tout exposés, ils étaient pas du tout exposés à FTX. La seule chose où FTX a eu un petit peu un impact sur eux, c'est au niveau du sujet de la custody des coins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a que deux mineurs, il me semble que c'est Marathon et Hut 8 qui self-custodient leurs coins. Et la majorité des entreprises publiquement listées en bourse préfèrent en général garder leurs coins avec un custodian parce que, entre guillemets, ça permet plus de transparence pour disclose combien de bitcoin on a, etc. Euh, du coup, après FTX, le discours a un peu changé et les mineurs commencent à se dire, tiens, 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 finalement, peut-être que les idiots de maximalistes n'ont pas tort et que, en tant que plus gros holder de Bitcoin, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de les garder nous-mêmes et finalement, on peut faire confiance à personne. Moi, j'ai une question un peu basique. C'est quoi l'avantage d'être listé en bourse sur des grosses boîtes comme ça aux US? Et c'est quoi la différence avec les boîtes qui sont privées, genre? Bah, c'est assez simple, c'est l'accès au capital. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que quand t'es mineur privé, il faut lever des fonds, tu vois, directement avec des partenaires, alors que quand tu es publiquement listé en bourse, bah, tu peux lever des fonds sur les marchés financiers de manière régulée, et c'est là où il y a tous les gros investisseurs, et donc ça te permet d'émettre du stock beaucoup plus facilement pour financer des acquisitions. Et c'est un moyen d'éviter d'émettre de la dette. C'est-à-dire que aujourd'hui, admettons que tu as une capitalisation de 100 millions de dollars, t'as pas trop envie de prendre de la dette actuellement parce qu'aujourd'hui, prendre de la dette dans le bear market, ça te coûterait extrêmement cher. Du coup, tu vas te dire, bah écoutez, je vais profiter du fait que moi je suis listé en bourse et je vais émettre, je vais mint 10% d'actions en plus qui vont créer 10 millions de dollars. Alors d'un côté, ça va diluer les shareholders, les détenteurs d'actions de l'entreprise, mais d'un autre côté, ça te permet de lever des fonds. Donc il y a toujours un équilibre à respecter. Mais finalement, c'est assez similaire à ce qu'on voit sur les shitcoins, hein. C'est-à-dire que ben, quand l'entreprise a un problème, elle émet juste plus d'actions pour essayer de compenser pour ça. La question, c'est jusqu'à quel niveau de dilution les investisseurs sont confortables. Et tu peux voir par exemple ben, Riot, qui s'en sort très très bien, qui est un des mineurs qui s'en sort le mieux dans ce bear market. Cette année, ils ont dilué jusqu'à 40% la valeur de leur boîte, tu vois. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'ils survivent, c'est-à-dire en émettant toujours des actions, des actions, des actions, des actions. Donc c'est ça le gros avantage. Ok, et il n'y a qu'aux US qu'on a des grosses boîtes comme ça, publiques, de minage? Euh, En fait, publiquement, t'en as une qui sort du Kazakhstan et t'en as une qui sort, il me semble, de Chine qui s'appelle The Nine. À part ça, t'as Argo qui est listé au London Stock Exchange, mais qui est cross-listed, c'est-à-dire qu'ils sont aussi listés aux États-Unis. Donc c'est un peu un cas particulier. Et à part ça, c'est surtout États-Unis et évidemment Canada. Parce que, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, lever des fonds sur le CAC 40, ça serait pas la même chose. Ok, merci. Du coup, super clair, merci beaucoup. Du coup, on est d'accord que quand même tous ces mineurs, ils sont proches de la capitalisation. Même Riot, ils ont dû diluer à fond. Si le bear market dure plus longtemps que ce que les gens pensent et que le prochain halving, le prix remonte pas, ils vont commencer à être sacrément dans la merde. Et ça va commencer à être un risque systémique de vente constante et de faillite constante. Parce que finalement, ils sont tous en train de quand même de considérer que évidemment le prix va remonter. On est d'accord sur ça. Clairement, si la situation change pas dans les semaines même qui arrivent, il y a beaucoup, beaucoup de mineurs qui vont être en très grosse difficulté et il y a peut-être quelques annonces qui vont faire du mal au marché. La bonne nouvelle, c'est que ils ont vendu la majorité de leur Bitcoin au second trimestre. Donc finalement, le seul truc qu'ils ont à vendre aujourd'hui, c'est les c'est les Bitcoins qui produisent chaque jour finalement. Donc, il n'y a pas, si tu veux, un petit peu ce feud en mode ouh là là, les mineurs vont vendre leur Bitcoin. Les mineurs aujourd'hui qui gardent le Bitcoin, je crois qu'il y en a encore deux. C'est genre Riot et Hut 8. Et tout le monde, après, ils ont tout vendu, tu vois. Donc, voilà, il y a plus trop ce feud-là à ce niveau-là.
Et on est d'accord, la majorité de l'argent qu'ils ont besoin pour les viewers, c'est pour rembourser les prêts qu'ils ont fait pour acheter des machines hein, à la base. Donc est-ce qu'on pourrait considérer que c'est juste un mauvais management de leur risque et le timing de l'achat des machines? En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est d'une part, ils ont acheté les machines à un mauvais moment sans forcément avoir l'infrastructure avant. Donc il y en a qui se sont retrouvés à avoir des dizaines de milliers de machines dans des dépôts qu'ils ne peuvent pas utiliser pour miner. Donc c'est de l'argent qu'ils perdent chaque jour. La deuxième chose, c'est personne n'avait prévu des coûts électriques aussi élevés. Et quand tu n'as pas un PPA, ben, tu prends extrêmement cher vis-à-vis de ça. Et la troisième chose, bah, oui, c'est la dette parce que d'un certain côté, la majorité des mineurs, ils ont quand même des prix électriques assez bas. Et en termes de break-even simple, aujourd'hui, ils sont encore en dessous du prix du Bitcoin. Tu vois, la majorité d'entre eux, ils sont à 10-12K. Donc avec même le Bitcoin à 15K, tu vois, ça leur fait pas trop de mal. Par contre, ce qui leur fait extrêmement mal, c'est les interest rates sur la dette ou d'autres, ce qu'on appelle covenants qui sont liés par rapport à ces prêts qu'ils ont faits, qui les forcent à prendre certaines décisions de restructuration. Ok, ok, très bien, c'est clair. Et je change un peu de sujet, mais je suis sûr que les viewers ont demandé, est-ce que du coup c'est le moment d'acheter des machines par rapport au marché secondaire des machines? Ces gens qui font faillite, c'est les plus gros, style Riot, qui rachètent en mode ils prévoient pour le prochain bull, ou tu penses que ça repart en second hand et dans ce cas les machines continuent à baisser pour nous les plebs? Alors, ben, un truc qui était vachement intéressant au troisième trimestre, c'est l'émergence des distress funds pour les mineurs. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Binance qui a annoncé un fonds de 500 millions, et Grayscale qui avait annoncé un fonds de 300 millions, Jian Hu, notre ami, hein, fuck your mother if you want fuck, lui aussi, il a annoncé un fonds de 250 millions. La raison, c'est pour aider les acteurs de l'écosystème du minage. La vraie raison, c'est pour choper des ASIC super bas à 10 dollars le terahash, avec, tu vois, l'idée en tête qu'un jour, ça va remonter à 40, 50, 60, 100 dollars le terahash. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée d'acheter un ASIC? Il y a deux réponses à ça. La réponse 1, c'est tout est relatif, c'est-à-dire que aujourd'hui un ASIC que tu vas acheter sur le marché secondaire à 15 dollars le terahash, peut-être que dans 2 mois, il sera à 7 dollars. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est le halving aujourd'hui, c'est dans un petit peu moins d'un an et demi. Et donc, si tu regardes comme ça te fait que bah, si tu regardes ton payback en Bitcoin termes simples, ça devient un petit peu plus compliqué à ce niveau-là si tu n'as pas accès à des prix électriques relativement attractifs. Ok, super clair. Et pour tout le monde, évidemment, quand vous achetez des i6, pensez en fait la différence, combien vous allez miner de Bitcoin à travers le cycle de votre machine, comparé à combien vous avez de Bitcoin si vous foutez d'un coup le cash dans du Bitcoin non KYC. C'est grosso modo ça, parce qu'un i6, n'oubliez pas que c'est simplement un DCA non KYC. Hein. Je me permets. On a Rémi qui veut être intervenant. Je sais pas si c'était une question, Rémi. Rami. Euh, Salut, ouais, ouais, c'est Rami, pas de souci. Moi, la question que je me posais, c'était est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont pensé à le faire, mais sans être sur d'autres blockchains ou quoi que ce soit, mais sur Bitcoin, ou peu importe, de trouver un autre moyen d'essayer de lever des fonds pour acheter d'autres machines sans diluer le capital? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire un système avec Lightning ou j'en sais rien, moi, essayer de mettre des contrats sur chaîne ou quoi que ce soit, ou est-ce que ce serait potentiellement possible avec RGB, bah, du coup, d'allouer de la puissance de calcul auprès de personnes qui souhaitent bah, du coup avoir les avantages sans les inconvénients de miner et pour que les personnes aussi, enfin, soit en mode, soit en mode, bah, c'est sur la rentabilité de la machine ou bien tu détiens vraiment la machine, mais ce qui ferait en sorte de lever des fonds et de continuer à accumuler du hash rate, mais sans diluer le capital. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Peut-être question un peu basique, mais je voulais savoir quoi. Alors, je je pense qu'il y a deux. Ça, tu me diras si j'ai bien répondu ou pas. Mais par rapport à ta première question, est-ce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de lever du capital pour acheter des machines? Au, au niveau des mineurs qui sont publicly listés en bourse, c'est pas possible. Parce qu'il y a des requirements en termes de, tu vois, de transparency, il y a des requirements en termes de structure des contrats, etc., qui fait que, tu vois, lever des trucs sur RGB ou quoi,
ça serait totalement impossible à imaginer actuellement. Après, dans le futur, pourquoi pas, tu vois, si tu arrives en quelque sorte à, bon, je déteste ce mot, mais à tokeniser du hash rate, ça serait possible. Un truc qui pourrait être intéressant par rapport à ta question, et je sais pas si tu as déjà un peu regardé là-dessus, c'est les hash rate derivatives. Donc c'est une idée dont on parle depuis extrêmement longtemps, et Luxor ont sorti un premier produit, on va dire, en bêta, mais qui fonctionne, qui est possible d'utiliser pour les entreprises. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça te permet d'avoir une exposition au minage indirect et juste de, entre guillemets, parier sur le hash price. Et donc, pour les mineurs, c'est un moyen, si tu veux, de lever des fonds de la part d'investisseurs qui seraient intéressés d'avoir de l'exposition au marché du minage sans prendre le risque d'utiliser les machines. Et en contrepartie, les gens qui vendent ces contrats-là, ben, ils prennent un spread et ça justifie auprès de leurs propres investisseurs le fait de, tu vois, mettre 100 millions dans une infrastructure, etc. Ok, c'est clair. Je sais pas si Rami, t'as d'autres questions? Ouais, du coup, mais c'est pas une façon directe de le faire, quoi. C'est un peu du gambling et t'as accepté d'avoir perdu ou gagné et la personne arrive à tirer profit de ça. Enfin, en tout cas, le mineur arrive à tirer profit de ça. Mais du coup, hormis les entreprises qui sont listées en bourse, est-ce que tu imagines ça, une certaine compatibilité avec avec une compatibilité d'une boîte, je sais pas moi, qui fasse, au lieu de faire du private equity et aller chercher du partenaire privé, de lever des fonds directement comme je disais, quoi, sur RGB ou quoi que ce soit. Il me Est-ce que semble, c'est il me semble, possible, il me quoi? semble- il me semble qu'on avait déjà parlé d'un truc comme ça il y a longtemps, Guillaume, qui s'appelle Alchimia. Je sais pas si ça correspond exactement, mais tu peux aller checker, Rami, si tu veux. Ouais, Alchimia, c'est globalement ça. Bon, aujourd'hui, ils font ça sur Avalanche, il me semble. Donc, voilà, Atchoum. Mais Euh, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de tokeniser le block space. Euh, mais finalement, c'est un petit peu la même idée que les hash rate dérivatives. C'est toujours cette idée d'avoir de l'exposition à du hash rate sans directement avoir les machines. Toi, la question que tu poses, je pense, c'est plus pour la question de lever des fonds et d'avoir ce type de dette qui serait accessible pour tout le monde, un peu une espèce d'ICO euh, pour les mineurs qui souhaiteraient acheter des ASIC. Et la réponse, c'est bah, pourquoi pas, tu vois, je me souviens qu'il y avait Binance, tu sais, qui avait lancé leur espèce de token de minage qui était complètement overpriced et on savait même pas si c'était vraiment backé par du vrai hash rate. Mais l'idée était là, donc ça a déjà été fait et tu peux peut-être aller voir ça. Je me souviens plus du nom des tokens, c'était un peu un truc bizarre, genre B, avec plein de chiffres à la suite. Mais ouais, ça a déjà été fait, il me semble. Alors j'ai vu qu'il y a Eric qui veut parler, enfin Snitchy. Moi, j'ai une petite question avant par rapport à la coalition des mineurs avec le mec de MicroStratégie et essayer de miner vert. On en est où? C'est plus d'ordre du jour parce qu'ils sont tous en mode panique, bear market faillite. Ou est-ce qu'ils continuent un peu dans cette lignée du green minage? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah la réponse est très simple. Moi, toutes les semaines, chez Galaxy, j'ai de l'inbound d'investisseurs, avec des guillemets, hein, des investisseurs qui veulent créer un produit de type Green Bitcoin. La réponse est toujours la même, c'est que un, c'est la pire idée du monde, et que deux, il n'y a jamais moyen vraiment de prouver qu'un Bitcoin est green, mais que s'ils veulent vraiment le faire, c'est-à-dire s'il y a des Mongoliens là dehors qui veulent acheter un Bitcoin à 20K au lieu de 15K, juste parce qu'il a été miné avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Euh, mais Mais plus, je pense qu'il parlait plus des targets du mining council, non? Non, non, c'était bien ce qu'ils disaient. C'était à quel point ils essayaient de pousser la narrative que demain il faut que le truc soit vert et que le marché, enfin que les investisseurs veulent des bitcoins verts. Voilà. et tu vois, la narrative qui est Ok. beaucoup plus poussée, et c'est le truc dont personne parle trop, c'est l'OFAC compliance. C'est-à-dire qu'on se moque beaucoup de Ethereum 2.0 avec l'OFAC compliance, etc. Moi, je peux te dire que dans le background, aujourd'hui, tous les mineurs, et j'insiste sur tous les mineurs publiquement listés en bourse, à tout moment, ils peuvent switch un bouton et activer l'OFAC compliance. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas.
ils refusent de le faire actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi au software et à l'option de le faire et que ça n'existe pas. Donc c'est juste un petit point comme ça à préciser, c'est que s'ils veulent le faire, ils pourront le faire. Donc ça, par contre, c'est un vrai sujet. Et dans ce cas, on a Stratum V2 dans l'idée. Ou même pas. Stratum V2, ça change, j'ai pas envie de dire absolument rien. Stratum V2, ça rajoute de l'optionnalité, mais ça aide absolument pas contre l'OFAC compliance. Le seul truc qui est bien finalement de l'OFAC compliance, c'est que euh, même si 95% des mineurs sont OFAC compliant, la magie du mempool Bitcoin, c'est que si tu mets une fees assez élevée et que tu attends assez longtemps, bah, tu as quand même une très bonne probabilité en un jour ou deux que ta transaction soit minée. Donc en soi, ça change pas grand-chose. Euh, Tu vois, pour le use case, voilà, le mec dissident qui a besoin de faire passer une transaction. Mais par contre, ça serait intéressant de réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir court terme et de l'impact narratif sur Bitcoin si demain 95% du hash rate est OFAC compliant. Mais s'ils sont facilement identifiables, il y a juste à. Enfin, juste on reconnaît pas la longueur de leur chaîne et on passe à une autre, non? Enfin, je sais pas. Enfin, parce que vu qu'ils sont publics et qu'ils sont obligés de publier pas mal d'informations publiques, ils sont facilement identifiables sur la chaîne. Enfin, je pose une petite Non, question bête peut-être, mais non, ils le sont pas vraiment. En fait, actuellement, on avait parlé à Surfing Bitcoin d'ailleurs, et c'est l'un des seuls avantages, à mon avis, de la Proof of Stake, c'est que techniquement, actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent dans leur Coinbase transaction, les mineurs, ils écrivent qui c'est qui mine le bloc, mais ils sont pas du tout obligés de le faire. Et s'ils voulaient démontrer, enfin, comment dire, et s'ils étaient OFAC compliant, ils pourraient très bien miner de manière OFAC compliant sans préciser leur nom dans le bloc. Le seul truc, par contre, pour relativiser ça, c'est que du coup, comme ils sont pas identifiables, techniquement, c'est très compliqué aussi pour l'OFAC, par exemple, de vérifier qu'ils sont bien compliant. Parce que ça voudrait dire avoir des fonctionnaires en permanence sur les sites de production, j'imagine, hein, pour vérifier que tout le hash rate est bien en train de travailler sur des blocs qui sont OFAC compliant. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est à double tranchant. On peut pas les bloquer, mais par contre, en fait, ils ont, euh, ils sont moins fortement tenus de le faire que par exemple en Proof of Stake. Et comme ils ont les incentives économiques du fait que les transactions censurées en général payent plus de frais, bah, ils ont tout intérêt à faire genre qu'ils minent au FAC compliant et à dédier une partie de leur hash rate à ça pour sauver les apparences. Mais à côté, bah, continuer à miner avec une partie de leur hash rate sur des blocs pas du tout au FAC compliant. Moi, ok. j'ai une question par rapport justement à tout ça. Est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir un FTX du mining ou comment dire, faire une espèce de forme de custody du mining où les gens qui veulent faire du mining chez eux, etc., ils vont se retrouver intensivés justement avec une histoire de comment dire, de capture de régulation et que non seulement ça détruise enfin, le mining, par exemple, non KYC, et que en même temps, ça, comment dire, tu pourrais avoir le cas justement de quelqu'un qui n'avait pas le hash rate nécessaire, etc., et que ça fasse un espèce d'effondrement de bourse, enfin, un peu comme on voit en ce moment, quoi. Mais version mining, quoi. Parce que du coup, la personne, c'est-à-dire qu'elle serait intensivée, comment dire, à faire comme, par exemple, je sais pas, SBF a poussé pour des lois de régulation, etc. Comme ça, eux, ils sont, entre guillemets, régulés comme ils devraient l'être pour toucher plein de gens. Donc, ils peuvent toucher l'adoption de masse. Depuis cette adoption de masse, ça coupe comment dire, un peu le mining, donc KYC. Et puisque ça coupe le mining, donc KYC, bah, du coup, tu as le FAC compliance, etc., qui peut se faire. Et en plus de ça, bah, tu as le risque de banqueroute de l'entreprise dans laquelle tu as investi, quoi. Bah, je sais pas pour les autres, moi j'ai pas de réponse à ça. Euh, je vois mal aujourd'hui quelqu'un dans le secteur du minage avoir le même impact que FTX niveau régulation et lobbying pour la régulation, etc. Surtout que le gros truc que tu oublies dans cette histoire et qui fait que ça serait difficilement possible, bah, c'est que le Bitcoin mining aujourd'hui, c'est des Bitcoiners.
c'est des putains de hardcore maximalistes. Et donc, le premier type qui essaie de pousser quelque chose comme ça, il va se faire absolument défoncer. Alors après, ça l'empêcherait pas de le faire. Mais je sais pas si tu te rappelles, hein, quand Marathon ont essayé, donc c'était 2020, de faire de l'OFAC compliant, ils se sont fait atomiser. Et depuis, ils ont bien fait un demi-tour. Après, bon, là, ça n'empêcherait pas quelqu'un de le faire. Mais donc moi, j'ai pas la réponse à ta question. Le seul truc que je dirais, c'est que pour moi, il n'y a pas un monde où le non-KYC mining, de toute façon, c'est pas un futur où c'est un peu quelque chose où tu flirtes avec l'illégalité, quoi. Donc c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas un monde où demain le mining à la maison est régulé et tu as de la clarité là-dessus. Et je pense que c'est comme ça que c'est vers ça qu'on va, quoi. Oui, c'était juste une hypothèse. Enfin, je me disais justement, qu'est-ce que ferait la professionnalisation dans tout ça, quoi. Mais après, c'est clair que voilà, on est dans un réseau le libre, donc n'importe qui peut miner n'importe comment, entre guillemets. Donc, c'est au choix de la personne et c'est ce qui va faire la résistance, quoi. Par rapport à ce que tu disais, FTX, limite le risque, ce serait plus si demain le marché est très développé, on a beaucoup de contrats, que finalement il y ait beaucoup plus de hash rate vendus qui n'existent vraiment sur le marché et qu'il y ait du paper hash rate entre guillemets et que ça grossisse et que ça fasse vraiment une énorme bulle là-dessus jusqu'à ce qu'un jour on retombe sur la réalité de l'énergie vraiment utilisée par Bitcoin. Mais enfin, peut-être que je dis de la merde, mais je pense qu'on n'y est pas du tout quoi. Le problème, c'est que enfin, tu peux faire du paper hash rate. La seule différence, c'est que quand tu fais du paper Bitcoin avec un client, tu lui dois rien au client sauf quand il y a withdraw. Par contre, si tu fais du paper hash rate, tu vois, il y a du cash flow tous les jours. C'est-à-dire il faut dépenser du Bitcoin pour faire marcher le scam. Donc ça rend, à mon avis, le scam globalement impossible. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il faut bien que le mec reçoive ses payouts en BTC. Alors, il y a peut-être un monde où le mec fait des payouts que de 90% et garde les 10%, tu vois, un truc comme ça. Mais n'importe qui a une calculatrice, en 1 heure, il est capable de déterminer qu'il est en train de se la prendre à l'envers, quoi. Donc, Ouais, ou alors ces payouts Bitcoin, ils sont sur son compte FTX. Tu vois un petit peu là où je veux aller. ok, ouais, c'est vrai, ça peut être comme ça. Est-ce qu'on devrait passer au deuxième sujet? Parce que moi, après, je vais devoir pas tarder. Ouais, non, clairement. Fanny, si tu dois partir à 19h, on va faire peut-être tout de suite le sujet où tu es expert, comme ça tu peux parler. Et si tu veux passer 2 secondes sur le synthétique dollar de Helen Market, vas-y. Ça marche, ouais, merci beaucoup. Après, je peux dépasser jusqu'à 7h15, hein, au pire, si vous voulez respecter l'ordre Oh là initial. là, mais quel Et, roi, et quel roi. sinon, skip mini-script et on en parle une prochaine fois parce que ça va faire partie du sujet du BitDev du mois prochain. Oui, Donc, ça marche aussi. vu qu'on est déjà bien long, je pense qu'on peut remplacer mini-script par USD synthétique, on va dire. Et puis voilà. Voilà, il Ok. donne toujours la priorité aux autres meetups, lui, hein. Me dégoûte. Euh, c'est vrai qu'il est un peu dégoûtant, mais bon, on l'aime bien quand même. C'est vrai qu'on Du coup, effectivement, on avait une question de Witcoder sur le synthétique USD, donc le dollar synthétique qui est arrivé sur Helen Market cette semaine. Et donc, bon, c'est le petit instant promo. Pour juste expliquer rapidement ce que c'est et comment ça marche. En gros, on avait pas mal de demandes chez Helen Market de gens qui ont besoin en fait de pas être exposés uniquement à Bitcoin, mais qui aimeraient bien être exposés un peu au dollar. Donc, c'est notamment le cas en fait dans plein de pays où ils utilisent vraiment Bitcoin en fait. Et en fait, tu as quand même encore la limite de la volatilité si tu veux l'utiliser au quotidien. Et où ça peut être compliqué de devoir gérer le fait que ce que tu reçois, je sais pas moi, à la fin du mois comme salaire, quand tu vas la semaine d'après pour payer ton pain, ça a vachement changé. Et donc, tu peux avoir un intérêt court terme, voire moyen terme, à avoir du dollar à la place du Bitcoin. Et il y a un moyen en fait assez simple de faire ça sans vraiment toucher à du dollar et sans créer de shitcoin, qui est en gros ce que fait déjà Bitcoin Beach par exemple avec StableSats, qui est quand tu as du Bitcoin, en même temps tu short Bitcoin. Et donc le fait que tu détiens du Bitcoin, c'est que tu es long Bitcoin. En fait, s'il y a une appréciation du prix du Bitcoin, tu gagnes de l'argent. Et si tu short en même temps, pour la même quantité, tu es neutre. Au final, ta balance totale en dollars, elle sera fixe. Et donc, c'était déjà possible de créer en fait du dollar synthétique sur Elon Market depuis le début, tout simplement en shortant en même temps que quelqu'un avait du Bitcoin pour la même quantité.
Et d'ailleurs, Tao Wallet, dont je sais pas si on en avait parlé ici, mais qui est un wallet qui utilise en fait LN Markets comme backend, avait déjà une fonctionnalité pour générer comme ça, de la manière que je viens de décrire, du dollar synthétique en utilisant un short. Et donc là, tout ce qu'on a fait, c'est que plutôt que l'utilisateur il doit calculer combien il doit shorter, etc., tout simplement, on s'occupe de tout. Et on a une fonctionnalité qu'on appelle le swap, où on peut tout simplement convertir du Bitcoin en dollars synthétiques. Et donc, cette partie de la balance, donc par exemple, vous convertissez, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 10 000 Satoshi en un dollar synthétique, et donc ce dollar synthétique va pas bouger, ou pas trop bouger, et nous, on s'occupe derrière de faire l'opération de hedge, donc de short, qui permet justement d'avoir cette balance stable. Donc voilà, c'est juste ça. Pour clarifier effectivement, parce que dès qu'on a sorti la feature, on a eu des questions sur est-ce que c'est un shitcoin, comment ça marche, etc. Donc voilà, c'est juste utiliser des futures pour répliquer une balance fixe en dollars. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ça. Ouais, Gigi. Ok, il est où mon ami Loïc Morel là? Parce qu'on chie sur Taro quand on veut faire du stablecoin, mais par contre, LN Market, c'est quoi? Ils ont un free pass, c'est ça? Et ils recrutent tout l'entonnoir. Donc, à un moment, à partir du moment où ils sont rentrés à l'intérieur de la structure, qui font de la corruption auprès des membres parfaitement parfaits de l'entonnoir, ils ont un petit espace promo. Moi, j'y peux rien. Hein. Là, récemment, je me suis fait sponsor par Bitfinex. Donc, tu vois, on commence à shitcoiner, on n'a pas d'autre choix. Un bear market oblige. Bon, voilà, vous l'aurez D'ailleurs, compris, les amis, je suis le seul du coup qui donne un vrai avis qui n'est pas biaisé par une entreprise. Donc faites-moi confiance. Faites confiance à personne d'autre, les amis. et je précise au passage, au cas où ce soit pas clair, mais si quelqu'un parle mal de LN Market, je quitte du space. Voilà, simplement. On est pour la liberté d'expression, mais il y a toujours des limites, hein, comme vous le savez. Mais, et pour ajouter une petite cerise sur le gâteau, c'est pas exclu que, par exemple, quand Taro et RGB seront plus développés, on puisse cette fois-ci transformer ce synthétique USD en vrai token pour l'envoyer sur Bitcoin Beach, par exemple. Euh, enfin bref, on s'égare. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette nouvelle feature. Et sinon, on passe peut-être au channel jamming. Euh, voilà, n'hésitez pas. Loïc, si tu veux te défouler un petit coup, tu peux. Et sinon, on enchaîne. Euh, du coup, channel jamming, qu'est-ce que c'est? Comme tu l'as super bien dit, Guillaume, en introduction, c'est l'un des plus gros problèmes et des plus anciens problèmes qu'il y a sur Lightning aujourd'hui. C'est que on peut en fait très facilement et gratuitement complètement bousiller les canaux temporairement de son concurrent, par exemple. Et ça vient du fait que sur Lightning, les paiements, s'ils échouent, en fait, vous payez rien. Donc, vous pouvez tenter de faire un paiement, et puis pour une raison X ou Y, il ne va pas arriver jusqu'au bout. Donc, ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive encore. Et là, au final, l'intégralité des fonds reste sur votre wallet, quoi, et vous êtes débité de zéro. Ce qui est, niveau expérience utilisateur, quelque chose de très appréciable, parce qu'en fait, voilà, personne ne s'attend à devoir payer alors que la transaction n'est pas passée, à moins d'utiliser quelque chose comme Ethereum, quoi. Euh, par contre, l'inconvénient de ce truc assez intéressant au niveau expérience utilisateur, c'est que du coup, un attaquant peut se faire des paiements à lui-même et du coup ne pas débloquer le paiement. Donc le paiement va échouer au bout d'un moment. Euh, et pendant ce temps-là, ça va bloquer la liquidité des nœuds par lesquels passe le paiement. Parce que donc ces nœuds-là, en fait, ils relaient le paiement et ils sont obligés pour relayer ce paiement de bloquer temporairement la liquidité qui correspond au montant. Et donc, il y a plusieurs options pour pallier ce problème. Et donc, il y a eu un papier récemment par deux personnes qui travaillent à Chaincode qui était une proposition qui introduit en fait deux concepts. Il y a une partie de la proposition de solution, c'est de faire qu'en fait, il faut payer des frais même si le paiement échoue. Donc en gros, on a une partie du paiement qui sont des frais qui seront prélevés quoi qu'il arrive. Et donc ça, l'intérêt, c'est que ça marche très bien pour empêcher un attaquant de faire plein de paiements et de les faire rater exprès, parce que du coup, en fait, les paiements, ils lui coûtent de l'argent pour de vrai, et donc on peut pas DOS comme ça quelqu'un gratuitement.
Euh, L'inconvénient, c'est que on perd complètement l'expérience utilisateur assez satisfaisante ou si ça fail, on n'a rien à débourser. Donc cet inconvénient-là peut être mitigé en faisant en sorte que les paiements ne ratent que très rarement. Mais voilà, on sent bien que c'est pas forcément super satisfaisant. Et en plus, c'est aussi possible de faire assez peu de paiements dans son attaque, donc de faux paiements, mais en fait de les faire durer longtemps. Et donc du coup, si le prix qu'on doit payer, même si le paiement rate, en fait, il est juste par paiement, ben, on peut quand même bousiller un peu la liquidité de son adversaire en faisant des longs paiements, donc longs dans le temps, mais en faisant que quelques-uns, donc on paye moins cher au final. Et donc pour adresser la variable temporelle, la deuxième partie de la proposition qui avait été faite dans ce papier, c'était d'ajouter un système de réputation. Et donc c'est-à-dire qu'en gros, on aurait deux catégories de nœuds, et donc chaque nœud a ces deux listes. Et donc, il y a une liste, c'est la liste des nœuds à bas risque, et l'autre liste, c'est la liste des nœuds à haut risque. Et en fonction de où vient le paiement, donc d'où vient le HTLC qu'il reçoit, si ça vient d'un nœud à bas risque, ben, a priori, voilà, il va le faire passer. Et si ça vient d'un nœud à haut risque, ben, il va être un peu plus circonspect et il va voir s'il le fait ou pas, suivant un certain nombre de paramètres. Et il y a aussi deux buckets de liquidité différents, un pour les petits risques et un pour les hauts risques, ce qui permet de faire en sorte que même si on essuie une attaque, et ben cette attaque ne va concerner et ne va bloquer qu'une partie de la liquidité du nœud, parce que de toute façon, il garde une réserve pour les paiements à bas risque, et donc ces paiements-là peuvent continuer à passer. Euh, et dernièrement, donc cette semaine, il y a eu une nouvelle proposition par Antoine Riard. Donc Antoine Riard, il avait déjà pas mal répondu du coup à la proposition que je viens de citer donc dans la mailing list, et il travaille depuis assez longtemps avec notamment Gleb Naumenko sur le sujet du channel jamming dans Lightning. Et donc il a fait une contre-proposition, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est plutôt ça build au-dessus, hein, c'est pas du tout des propositions concurrentes. Où là, en gros, lui, il dit, bon, l'idée de faire des frais qu'on doit payer, même si ça fail, elle n'est pas vraiment satisfaisante, donc on va oublier ça. Et on va se concentrer sur la partie réputation. Et comment est-ce qu'on fait ça? En gros, on va avoir une phase d'initialisation au début, où là, pour le coup, donc moi, si j'ai mon nœud et que je veux qu'il passe par le nœud, je veux que, par exemple, Lounès route mes paiements. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit paiement à Lounès qui va me permettre de lui acheter ce qu'on appelle des certificats. Et donc, je lui envoie ce paiement et Lounès, il me signe, par exemple, 100 certificats. Et il me les renvoie dans un HTLC. Et donc, donc je fais ça pour un certain nombre de nœuds. Et une fois que je fais ça, donc j'ai un certain nombre de certificats. Et donc ça, c'est vraiment la phase initiale. Et donc à partir de là, en gros, Lounès, il a une règle et il dit, pour un certificat, je te permets de faire passer tant d'argent euh, avec un délai d'expiration de tant de minutes. Et donc ça définit en gros le nombre de certificats pour Lounès, pour le nœud de Lounès que j'ai, ça définit quel volume de paiement un peu je peux faire passer. Pareil, si j'ai eu des certificats de Guillaume, lui, Guillaume, il a peut-être une règle différente. Et donc, avec le même nombre de certificats, ça va pas forcément donner le même volume possible de paiement qui passerait par le Guillaume. Et une fois qu'on a fait cette phase d'initialisation où j'ai carrément acheté les certificats, ce qui est intéressant, c'est que pour la suite, les certificats, donc je vais devoir les envoyer dans le HTLC en même temps que le paiement. Si je veux passer par le nœud Guillaume, par exemple, je mets dans le paquet oignon, je mets les certificats, le bon nombre qu'il faut pour faire passer le paiement. Et si le paiement va jusqu'au bout, normalement, donc j'étais pas un attaquant, j'ai fait un paiement tout à fait normal et tout s'est bien passé, Guillaume, il va brûler les anciens certificats, mais il va m'en réémettre de nouveau pour le même nombre. Et même potentiellement, il va m'en réémettre 10% du nombre de certificats que j'ai dû utiliser en plus, parce que là, tout s'est bien passé, j'ai payé mes frais de transaction normalement, etc. Et donc, on te file un peu plus de certificats que ce que tu avais à la base. Et donc, c'est comme ça que, une fois que la phase initiale où on a dû acheter les certificats, elle est passée, on arrive dans le régime normal, le régime stationnaire de fonctionnement, où en gros, on va continuer à avoir le même nombre de certificats, voire plus, tant que les paiements marchent normalement. Et par contre, si les paiements ratent, là, les certificats, bien entendu, qui étaient impliqués dans ce paiement-là, ils sont brûlés et on n'en jette pas de nouveau pour compenser. Donc effectivement, il y a l'inconvénient que du coup, on paye quand même un coût
si un paiement rate, même si c'était pas forcément une attaque. Mais donc ce coût, plutôt que d'être en Satoshi directement, il est en certificat. Et donc on peut éventuellement, avec des paiements qui arriveraient plus tard, ben, regagner un peu de certificat pour ce nœud-là et donc compenser sans avoir à repayer. Euh, et par contre, le coût pour un attaquant est vachement élevé parce qu'en fait, très vite, il va se faire complètement blacklist par tout le monde. Avec l'avantage que on n'a pas besoin de connaître le nœud d'origine pour pouvoir le blacklist, tout simplement parce qu'en fait, et donc ça, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais les certificats, quand un nœud de routage signe un certificat, il ne sait pas pour qui il le signe. Il va juste signer un certificat et il n'a pas de moyen de tracer les certificats. C'est un peu comme le e-cash, c'est des signatures aveugles. Et donc, quand je reçois, quand j'essaye imaginons que j'essaye d'attaquer le nœud de Guillaume en envoyant plein de faux paiements, ben, il va juste, ben, les paiements ils ratent, donc il va brûler tous les certificats que j'envoie, mais c'est pas que c'est mes certificats à moi qui brûlent. Mais donc au bout d'un moment, je vais être à court de certificats et donc je vais plus pouvoir essayer de faire passer mes paiements au travers du nœud de Guillaume et je vais devoir passer par ailleurs, un autre nœud où j'ai des certificats. Euh, et donc c'est comme ça que c'est très efficace pour protéger les nœuds de routage des attaques de jamming, sans pour autant affaiblir la privacy sur Lightning de manière trop importante. Alors, ça ouvre forcément quelques petites attaques en termes de privacy, notamment des attaques de timing qui pourraient peut-être être exploitées, mais bon, on est encore vraiment au début, donc il faut voir un peu. Mais globalement, voilà, c'est l'idée, c'est essayer de faire un système qui fait un bon compromis entre bah, en fait, le problème du channel jamming qui vient du fait qu'on a une bonne privacy pour l'émetteur d'un paiement sur Lightning. Et donc, comme on ne peut pas savoir qui paye, bah, il faut trouver un autre moyen pour punir les gens qui font passer des transactions qui sont en fait des attaques. Et donc, il y a ce système de certificat qui est proposé. Donc, on est vraiment au tout début. Euh, mais voilà l'idée. Bah, j'ai une question, je sais que, enfin moi je dois y aller, je sais que tu dois aussi y aller, mais juste du coup une question pour donner plus de contexte aux gens. Euh, Déjà, tu donnerais en pourcentage de chances de réussite combien à ce proposal et ça serait quoi la timeline potentielle? Est-ce que c'est un truc dans 1 an, dans 2 ans? Comment est-ce que tu vois ça? Euh, Niveau timeline, en gros, le truc, c'est qu'il faudrait, j'ai l'impression, ben, update un peu tout le réseau. Quoique, enfin, en gros, si tu veux passer à travers un nœud qui a fait cette update-là, bah, tu dois faire l'update aussi. Après, il pourrait y avoir du coup ben, deux sous-réseaux, entre guillemets, j'imagine, avec les gens qui n'ont pas fait l'update et qui continuent à router les paiements des autres. Mais je pense que ça serait quand même mieux d'avoir un bon consensus. Donc, il y a ce point-là. Euh, on est au tout début, donc franchement, je pense que au minimum 1 an, peut-être plus. Et en termes de réussite, en gros, le truc cool de ce truc-là, c'est que ça déplace un peu le problème il faut payer des frais, même pour les trucs qui ratent, avec cette espèce bah en fait, on crée un nouveau token, entre guillemets, avec les certificats, mais tu n'es pas obligé de repayer pour en réavoir, tu peux juste recommencer, enfin, continuer à faire des paiements normalement. Et si les paiements que tu fais après se passent bien, bah, tu vas regagner les certificats que tu avais perdus plus tôt au fur et à mesure. Donc c'est un peu comme on peut comparer ça un peu au système du permis de conduire en fait, où ben, tu payes bon, dans le système de permis de conduire, c'est quand tu payes des points, tu payes une amende en général aussi. Mais imaginons qu'on paye pas d'amende et qu'on perd juste des points, bah, si tu te conduis normalement après, bah, tu vas regagner tes points petit à petit et tu n'auras pas besoin de payer quoi que ce soit pour les regagner. Donc il y a ce côté-là que je trouve intéressant. Euh, donc c'est assez récent, il n'y a pas eu vraiment enfin il y a eu un peu de discussion sur la mailing list. J'ai pas eu le temps de tout lire. Je sais pas exact. En gros, je pense que cette idée-là de certificat, elle est assez intéressante. Est-ce que ça sera vraiment sous cette forme-là ou sous une autre, ça je sais pas trop. Et puis il y a plein de questions de technicalités après à voir pour comment exactement est-ce qu'on fait pour signer ça de manière aveugle, etc. Mais voilà, je suis d'accord en fait avec l'hypothèse de base qui est que la solution de dire on paye un frais même quand ça rate, donc un frais exprimé en Bitcoin, c'est pas satisfaisant pour moi. Et je vois pas trop comment on peut faire autrement qu'avec ces histoires de certificats. Si on veut garder une privacy convenable. Il y a Panta qui est monté aussi pour intervenir. Salut Hello. Panta.
Moi, je me C'est demandais Docteur juste. Panta. Ah oui, voilà, maintenant Docteur c'est Docteur Fantasme, c'est Panta. fini. Ouais. Je me demandais juste les certificats, du coup, donc c'est le nœud de routage qui les produit et qui les signe avec des blind signatures, enfin voilà, des systèmes à la Chaumian, comme tu as expliqué. Mais du coup, il les signe à la demande, suffit juste de le contacter directement et il te signe des certificats si tu as envie, c'est ça le principe? Ouais, en gros, tu lui envoies un HTLC avec un paiement dedans pour le montant qu'il a annoncé qu'il veut qu'on le paye pour les certificats. Et tu lui mets en même temps, alors si j'ai bien compris, en gros, tu lui mets les certificats non signés et lui, il signe s'il y a bien le montant qu'il Ok, veut mais ça pour cette implique, quantité. du coup, si c'est un système comme ça implique que tu es capable de lui envoyer un paiement quand même. Donc ça suppose que tu as d'autres certificats potentiellement pour pouvoir router le paiement jusqu'à lui. C'est un bon point, effectivement. Mais ok, je vois le principe, mais Ouais. je pense on peut supposer qu'il y ait une genre, enfin, je vois plus quelque chose du genre où en fait le gars il laisse une API ou quelque chose d'accessible sans forcément passer par des paiements Lightning pour pouvoir réclamer des certificats. Puis après le gars, enfin le nœud de routage, il peut signer autant de certificats qu'il peut en router à la seconde, donc il peut pas se faire spammer plus que ce qu'il produit en certificats, donc ça marche quand même. Mais ok, très bien. Ouais, mais après, du coup, pour l'obtention de certificat, enfin, parce que vraiment dans la description de comment on va faire ce bootstrap initial des certificats, il y a vraiment l'idée de les passer dans un champ TLV des HTLC, oui, Ouais, ça j'ai compris, enfin du ouais. Onion. Hmm. Et du coup, je pense que ça se fera même sans besoin d'avoir forcément une API extérieure, tout simplement de proche en proche, c'est-à-dire que tu vas commencer par demander des certificats au nœud auquel tu es directement connecté. Et puis après, tu vas essayer d'aller plus loin, parce qu'une fois que tu as les certificats des nœuds avec lesquels tu as des canaux directs, tu peux ensuite reach tout leur voisinage. Et Oui, donc oui, assez vite, tu peux atteindre quand même une bonne partie du réseau. oui, bon, c'est faisable. Après, de toute façon, c'est plus un problème après, pas économique, mais un peu social. Et on peut imaginer, enfin, moi, j'imagine bien un système où on puisse demander des certificats directement au nœud si, s'il est prêt à en donner gratuitement avec une limite de flux pour éviter qu'il se fasse. Enfin bon, voilà, ça lui permet de contrôler le flux de paiement qui passe au maximum d'une manière ou d'une autre. Il a même pas besoin forcément de demander un paiement en fait derrière le nœud de routage. Bon, bref, c'est ok, j'ai compris le principe. Merci. Non, mais exactement, c'est un super bon point que tu soulèves parce qu'il y a des questionnements aussi, par exemple, sur l'effet centralisateur potentiel de ce truc-là. Et en fait, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que chaque nœud définit et annonce chaque certificat, combien il va coûter et qu'est-ce qui va te permettre de faire transiter par la suite. Et tu peux même l'ajuster dynamiquement, ce que permet de faire un certificat. Et ça permet, par exemple, de fine-tune les choses. Donc, quand tout va bien, bah, en fait, un certificat peut permettre de faire passer pas mal d'argent. Et parce que ça concerne aussi le délai d'expiration. En fait, pour l'instant, dans ce qu'a proposé Antoine Riard, tu mélanges en même temps le montant bloqué et la durée pendant laquelle il est bloqué. Donc, à voir si ça serait deux paramètres différents ou bien si on continue d'avoir un seul. Mais bref, et tu peux du coup avoir un certificat qui te permet de faire transiter beaucoup d'argent quand tout va bien. Et par contre, quand ton nœud de routage commence à se faire un peu DOS et tout, bah, tu peux augmenter cette quantité, enfin augmenter le coût en certificat pour faire passer le même montant. Et du coup, ça coûte plus cher et ça permet de régler un peu le DOS de cette manière-là. Euh, et Ouais. pareil, si tu veux essayer de bootstrap un nouveau nœud, et donc essayer de venir concurrencer un peu des gros nœuds, bah, tu peux jouer sur ce truc-là pour les concurrencer. Donc c'est pour ça que l'effet centralisateur, je pense il peut être facilement adressé. Et ensuite, il y a la question des certificats gratuits. Effectivement, on peut imaginer par exemple que les LSP, ils auraient un certain nombre de certificats gratuits qui te filent à toi en tant qu'utilisateur pour pas que tu aies à payer. Ils pourraient prélever une petite fee En qui vrai, correspond un c'est peu à super ça. intéressant. Pour moi, il y a un futur où ces certificats, ça devient des tokens sur RGB en fait. Mais ça pourrait, enfin, il y a moyen de faire quelque chose de très très intéressant quand même au niveau. Enfin, ça fait vraiment une sorte de mini-économie qui peut être créée sur la base de ça, en fait, concrètement. Enfin, Ouais, tu pourrais, complètement. tu pourrais imaginer un mec qui, enfin, tu émets un jeton RGB, en fait, qui sert de certificat. Et effectivement, enfin, comme RGB, c'est natif LN, tu peux imaginer que en fait, tu payes avec des jetons RGB
qui sont en fait des certificats produits pour pas cher par l'opérateur de routage. Et puis en plus de ça, il peut signer la genèse des jetons avec sa clé privée. Donc du coup, enfin bon, il y a moyen de faire un truc vraiment, vraiment sympa quand même au niveau économique. Donc tu pourrais avoir des genres de jetons qui représentent des potentialités de routage au travers du nœud A5 ou au travers enfin, d'un plus petit nœud ou des choses plus grosses. Enfin, on peut imaginer une économie plus ou moins développée autour de ça. Enfin, ça peut être assez rigolo quand même. Ça peut être super marrant. Et puis, il y a même des moyens. Imagine que en faisant plein de paiements et en te comportant normalement pendant un certain temps, tu vas accumuler plein de certificats pour un nœud. Ensuite, tu peux commencer, du coup, vu que tu as plein de certificats à LDOS. Et du coup, ce nœud-là, il commence à augmenter Ah, le le prix en nombre de certificats. unités, ouais. Ouais. Ouais, et tu les revends parce qu'ils valent plus cher tout d'un coup. Donc, tu fais un profit là-dessus. Enfin, tu vois, je pense que c'est pour ça aussi, il y a plein de trucs. C'est vraiment assez Ouais, nouveau. ouais, c'est assez énorme parce que du coup, tu pourrais limite essayer de gagner de l'argent sur le fait qu'on t'attaque au spam, en fait, quelque part. Parce que quelqu'un qui veut t'attaquer au spam, du coup, il doit acheter beaucoup de certificats, sauf que du coup, il faut qu'il achète des certificats qui potentiellement vont se revendre plus cher, du coup, puisque lui les achète pour ensuite te Ouais. spammer. Donc, tu gagnerais de l'argent si le gars cherche à te spammer. Enfin, ça fait une grosse régulation économique, en fait. C'est assez rigolo quand même, hein. Enfin bon, bref, ce sera effectivement dans quelques années, mais, mais ça peut être assez marrant quand même. Carrément. Moi, j'ai fini. Si jamais quelqu'un veut ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Merci J'ai à rien à Guillaume et rajouter Fanny. parce que ça fait 10 minutes que j'entends plus Panta. J'avais que la réponse de Fanny. Mais on va pouvoir clôturer là. Si à moins que quelqu'un du public ait une question, n'hésitez pas à demander la parole. Ouais. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je veux dire, demain, vu qu'il est un peu tard, je balance la vidéo récap du Salvador, vu que j'ai découvert que l'entonnoir de la semaine dernière, personne n'a rien pigé. Heureusement qu'on me prévient après, hein. Mais bon, à part Ça ne ça, j'aurais pas réussi tranquille. non plus. Quoi? Bon, peu importe. Bon, je clôture parce que je sais que Guillaume est dans tous les cas mute et c'est moi qui dois fermer En le fait, je Twitch. crois que j'entends que Fanny. Ouais, alors attends, on m'entend? Fanny, dis-moi si tu m'entends. Moi, je t'entends très bien, Loulou. Roxy. Et Ok, j'entends Loulou d'ailleurs aussi. ouais, bon, bah, Bah, je vais super. clôturer. Fanny, Dis à Lounès que je clôture. toujours là pour moi. Loulou, on clôture là. Il y a Roxy qui parle en même temps que toi. Pardon. Bisous. Ok, du coup, demain, vidéo récap de l'entonnoir. Et cette semaine, on commence la nouvelle formation Bitcoin 205 offerte par Pierre qui va être sur l'achat de Bitcoin non KYC. On vous montre BISC, on vous montre LN2 peer-to-peer, on vous montre Shift AI, on vous montre Robosat, on vous montre Pitch Bitcoin, on vous montre un sketch de moi qui achète des Bitcoins en donnant du cash à quelqu'un. Parce que franchement, c'est la façon la plus simple, la moins chère, la plus économique. Mais bon, si je fais pas de tuto, les gens ils vont pas comprendre qu'en fait tu peux donner du cash à quelqu'un et récupérer des bitcoins. Donc il y a un petit sketch qui est en train d'être produit pour montrer que ça existe. Et on a quoi? Une interview de Steph et un comparatif de toutes les solutions. Et ensuite, on continue à construire tout ce bordel. Si vous êtes développeur, vous avez du temps libre et vous voulez nous soutenir, on cherche des bénévoles pour contribuer à la création de l'université open source. Donc l'idée, c'est on prend l'université des cours Bitcoin actuelle, l'académie, et on change de système. Aujourd'hui, c'est sur WordPress via LearnDash. Donc en gros, c'est tout nul, tout centralisé, pas Lightning compatible, assez fermé. Et on doit créer la nouvelle infrastructure pour que demain, si tu as un cours sur RGB, tu peux le mettre sans me demander l'autorisation. Demain, si on fait un login, c'est via Lightning. On peut mettre des plugins de Paywall Lightning. Si Blockstream a envie de mettre une formation sur LN, ils nous emmerdent pas à moi, ils la mettent parce que c'est open source. Je sais pas, on a un système de réputation pour valider les cours, pour être sûr que c'est Bitcoin only et de bonne qualité. Mais voilà, donc il faut déplacer l'académie vers un système plus ouvert. Si vous voulez aider, contactez Lounès. On a un groupe spécial dev qui est en train d'être mis en place. Toute l'aide est bonne à prendre, que ce soit du test, du dev, des feedbacks. Voilà. Je pense qu'on part sur Moodle, un truc comme ça, avec un système de plugin ouvert. Enfin bon, venez aider à construire si vous êtes développeur et vous avez du temps à perdre et vous voulez contribuer à un gros projet open source. Sur ce, je remercie Guillaume qui a fait un énorme boulot par rapport au minage, Panta pour tes explications, Fanis pour le jamming où en effet c'était une grosse crainte de surfing
C'était assez drôle. À Surfing, à un moment, il y avait littéralement tous les créateurs de Lightning qui ont juste dit ouais, on est baisé. Donc visiblement, ils ont réfléchi à une solution, donc c'est cool. Bonne chance à toi, Glar, pour la conférence au Ghana. Bisous à tout le monde. AGLX, on enchaîne tout de suite avec la réunion et à bientôt. Salut. Bisous, à bientôt, merci tout le monde. Salut, Bisous, salut. Ciao, les gars. Superbe conclusion. Bye bye. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!